Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle conférence dans le cadre de la Maison de l'expatriation, que je rappelle, nous sommes ouverts tout le mois de juin en présentiel à Paris et en distanciel pour vous accompagner dans vos projets de départ à l'étranger ou de retour en France. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale et cognitive en partenariat avec Aloïs et la Caisse des Français de l'étranger. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à nous dire dans le chat de poser vos questions au fur et à mesure de cette conférence. Nous pourrons y répondre. Et puis, si vous avez d'autres questions, parler sur votre projet, etc., c'est avec plaisir. Je laisse la parole à Geoffroy aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être là et merci pour la Maison d'expatriation de nous avoir ici. Donc c'est moi qui ouvre le bal et après je passe la parole à mes collègues. On va vous parler aujourd'hui donc de santé mentale et cognitive en expatriation. Moi je m'appelle Geoffroy Gaillardi, je suis docteur en neurosciences, neuropsychologue et à l'association Aloïs, je travaille à la direction du pôle adulte et recherche et développement. Et là, en gros, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, en particulier concernant cette thématique, c'est d'un projet qu'on a en collaboration donc, avec la CFE, donc la Caisse des Français de l'étranger, qui prendra la suite de ma présentation. Pour commencer, déjà, une première chose qui a été dite, mais pour préciser, si jamais vous avez des questions pendant plutôt qu'à la fin, n'attendez pas forcément à la fin pour nous interrompre et pour qu'on puisse discuter. C'est mieux d'avoir un format discussion qu'un format vraiment conférentiel où on attend la fin. Je commence déjà par dire quel est un peu l'objectif de ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de trois choses. De un, repérer les différents signes d'alerte, les différentes choses qui peuvent susciter des questionnements, des inquiétudes parfois au quotidien sur l'aspect cognitif, l'aspect mémoire, attention, concentration, ce genre de choses. Je vais vous expliquer un peu pourquoi et comment, surtout, on peut faire des examens, on pourrait dire de débrouillage, là on va parler de repérage, de choses comme ça, pas de dépistage, on va voir un peu pourquoi. Et ensuite, du coup, pour l'aspect un peu concret, l'action, je vais vous montrer un peu les leviers dont nous on est porteur ici, donc avec la CFE, avec Aloïs, avec Malakoff Humanis aussi. C'est parti donc pour ça, et donc avec une espèce de première question. C'est si demain, vous vous trouvez à 8000 km de Paris, parce que ça va peut-être arriver très bientôt, pour certains d'entre vous, c'est déjà le cas. Moi, j'ai été un expatrié moi-même et j'étais à 5000 km. Mais la question est la même, c'est qui est-ce que vous consulteriez pour un trouble de la mémoire? Si vous avez des questionnements à un moment donné sur est-ce que vous avez une bonne mémoire, est-ce que votre mémoire elle a l'air de souffrir un petit peu ces derniers temps, est-ce que c'est normal ou pas? Souvent, la question, c'est je ne sais pas trop. Et je parle d'expérience parce que ça m'est déjà arrivé, effectivement, pas pour la mémoire en l'occurrence, mais d'avoir des difficultés médicales au sens large et de me dire, je ne sais pas à qui parler parce que quand on est à l'étranger, on est loin de ses automatismes et donc, par exemple, de son médecin traitant, etc., de tout ce qu'on va voir quand on a quelque chose comme ça en France. Et là, du coup, on ne sait pas forcément toujours, selon depuis combien de temps on est sur le territoire, à qui s'adresser, etc., etc. Donc ça, en fait, cet éloignement, c'est un facteur qui délaie parfois, souvent, l'entrée dans un parcours de soins, y compris et peut-être en particulier pour les aspects cognitifs, parce que déjà en France, on ne va pas toujours consulter son médecin ou d'autres professionnels de santé quand on se pose des questions sur cette thématique-là. Alors à l'étranger, c'est peut-être encore un facteur supplémentaire qui freine. Pour le coup, et pour autant, c'est important toujours de consulter, et ce, quel que soit votre âge, parce que les troubles cognitifs peuvent survenir à tous âges. Tous âges, c'est-à-dire du coup dès l'enfance. C'est vrai qu'on a souvent en fait la question, quand on parle de troubles de la mémoire et de troubles cognitifs au sens large, on a souvent la question de l'Alzheimer, l'exemple de l'Alzheimer qui revient, parce que c'est le truc qui est emblématique, c'est la pathologie un peu reine quand on parle médiatiquement des difficultés mnésiques, des problèmes de mémoire, ou des difficultés cognitives au sens large, mais la maladie d'Alzheimer qui touche principalement les sujets âgés, c'est pas exclusivement vrai, mais c'est principalement vrai. C'est pas la seule maladie, c'est pas la seule condition dans laquelle on a des difficultés cognitives, certaines conditions n'étant pas des maladies, et certaines conditions étant parfaitement soignables, guérissables, etc., etc.
Et donc, ça peut commencer dès l'enfance, avec notamment chez l'enfant ce qu'on appelle des troubles du neurodéveloppement, dont le TDAH, trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, ce qu'on appelait avant les troubles 10 aussi, donc avec la dyslexie, etc., qui ont changé de nom, mais pour que les gens puissent se figurer un peu la chose. Ensuite, adulte, on a aussi des difficultés quand on est encore actif, jusqu'à la retraite, des difficultés qui peuvent survenir au niveau de la mémoire, au niveau de l'attention, de la concentration, et qui peuvent gêner les activités quotidiennes. Et ensuite, chez le sujet un peu plus âgé, chez le sujet senior, donc les maladies d'Alzheimer, comme je mentionnais, et autres, c'est tout autant de difficultés cognitives auxquelles on peut être confronté, et donc ça va sur tous les âges. Et donc, parce que je vois la question dans le chat, est-ce qu'on va évoquer aussi des maladies psychiques? Oui et non, parce que ici, je vais me concentrer principalement sur les aspects cognitifs, mais vous allez voir que je ne vais pas laisser en reste les aspects psychiques, parce qu'on ne peut pas parler de manière globale de cognition sans parler de psychologie. C'est pour ça que chez les gens comme moi, notre profession s'appelle la neuropsychologie, je suis neuropsychologue en l'occurrence. C'est pas pour rien qu'on met psychologie dans la neuropsychologie, c'est parce qu'en fait la neuropsychologie, ça tient à faire le lien entre le cerveau et les régions cérébrales en particulier, etc., et son fonctionnement d'un côté, et de l'autre, le fonctionnement cognitif, le fonctionnement neuropsychologique au sens large, donc la mémoire, l'attention, la concentration, et tout ça, ça a un lien avec l'émotionnel, avec ces choses-là. Donc, les maladies psychiatriques au sens large, dépression, anxiété, burn-out, troubles bipolaires, schizophrénie, etc., ont des conséquences cognitives, et les troubles qu'on pourrait appeler cognitifs exclusifs, entre guillemets, ne le sont jamais, parce qu'ils ont des répercussions aussi psychiques, psychologiques, psychiatriques au sens large. Par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, puisque je suis parti sur cet exemple, on a ce qu'on appelle des troubles neuropsychiatriques, qui sont parfois directement ou indirectement liés à la maladie. Donc, voilà pour la réponse à cette question en bref. Pour le cas de l'expatriation en particulier, dans le cadre de l'expatriation, il y a plein de choses qui jouent. Il y a au moins au début la double charge linguistique, vous savez, ou vous ne le savez peut-être pas encore pour ceux qui ne sont pas encore partis, mais quand vous expatriez dans un pays qui serait par exemple non francophone, il y a une charge cognitive supplémentaire qui est celle de ne pas parler au quotidien avec des gens qui parlent la même langue que vous, qui n'est pas votre langue native. Alors évidemment, c'est quelque chose qui se lisse au fur et à mesure, au fur et à mesure où vous êtes de plus en plus fluent, si ce n'est pas déjà le cas au début. Et après, vous échangez avec des gens dont vous vous rendez compte qu'ils n'ont jamais connu de vous cette version qui parle leur langue. Ce qui est parfois un peu étrange, mais en l'occurrence, voilà, c'est quelque chose qui s'amenuise avec le temps, mais qui en tout cas au début est quelque chose. C'est que quand vous allez vouloir exprimer quelque chose d'une souffrance psychique, d'une souffrance cognitive, d'une plainte quelconque médicale au sens large, va se poser la question de comment vous le formulez, et comment vous le formulez est toujours moins évident quand ce n'est pas dans votre langue maternelle. C'est pareil pour exprimer des émotions à quelqu'un de proche, et c'est la même chose quand il s'agit d'exprimer une plainte, une inquiétude au sens large. Il y a tous les aspects d'éloignement, d'isolement, etc. qu'on voit, parce que, comme je disais, vous êtes loin de vos repères, et donc vous ne savez pas forcément, vous n'avez pas votre médecin traitant. Moi, par exemple, j'ai passé 5 ans sans general practitioner, donc sans médecin traitant affilié, parce que, en fait, je me suis jamais occupé, c'est de ma faute, mais aussi parce que c'est quelque chose, des automatismes qu'on n'a pas, et si on ne le fait pas au début, on ne le fait pas après, ou on le fait tardivement, et si jamais on ne l'a pas fait au moment où on pourrait en avoir besoin, ça peut être une espèce de frein. Et c'est pour ça que je parle de repérage tardif, pas pour alarmer en quoi que ce soit, mais parce qu'effectivement, il y a tout autant de facteurs qui peuvent faire qu'on va consulter plus tard pour quelque chose qui potentiellement est anodin et qui potentiellement peut être pris en charge dès maintenant et dès le début, et ensuite n'être plus un problème. Sauf qu'en fait, on peut se le traîner pendant un peu plus longtemps, un peu trop longtemps. En tout cas, disons plus longtemps pour pas dire trop longtemps, parce qu'effectivement, si je dis trop longtemps, ça sous-entendrait que ça a des conséquences. Potentiellement, ça en a, potentiellement, ça n'en a pas. Mais aujourd'hui, du coup, il y a plein de choses qui existent, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Au moins une de ces choses que nous, on a mis en place. Avant ça, je vais quand même présenter l'association pour laquelle je travaille, moi directement, et ensuite, mes collègues vous présenteront la CFE, la Caisse française de l'étranger, puisque de toute façon, tout ce que je vous présente aujourd'hui est en collaboration et est un
un travail à quatre mains, si j'ose dire. Disons qu'à Aloïs, on a deux, et que la CDF, on a deux aussi. On en a beaucoup plus que ça, mais c'est l'idée. Aloïs, c'est ce qu'on appelle, nous, on a une espèce de CHU de ville, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est un petit peu, on fait aussi bien du soin que de la recherche. On fait aussi de la formation, mais nous, on tient à cette espèce de conjonction des deux regards, tout au service du patient. C'est-à-dire que du coup, notre recherche, on a un agrément de recherche depuis 2019 et on encadre des thèses de sciences et on fait des recherches académiques en rapport avec des universités, avec des hôpitaux universitaires. Et tout ça a vocation à améliorer le soin de manière générale. Donc on reçoit au quotidien des patients de manière physique dans le cabinet et ce que je dirais après, de manière virtuelle à distance. Et donc on fait aussi, justement, dans le cadre de nos missions, on fait aussi de la formation pour pouvoir étendre un petit peu ces compétences-là. L'association Aloïs, c'est une association qui existe depuis plus de 21 ans aujourd'hui. Ça fait 21 ans, on va arriver à 22 bientôt, justement. On fait de la recherche depuis un peu moins longtemps, mais on voit des patients depuis le début. Et au total, on a vu jusqu'à 13 000 patients depuis qu'on a commencé. Et ne serait-ce qu'en 2025, on en a vu plus de 1000. C'est parce qu'en fait, au fur et à mesure, on a augmenté nos capacités d'accueil par an. Par ailleurs, on a aussi augmenté nos capacités d'accueil en termes de range, en termes d'étendue en typologie de patients, en démographie, parce qu'au départ, on ne voyait principalement que des adultes âgés ou des adultes, disons, à partir du moment où ils étaient à la retraite ou un petit peu avant, etc. Maintenant, en fait, depuis le 2018, on a un pôle enfant et donc on reçoit aussi des familles, on reçoit aussi des enfants qui ont des suspicions de troubles du neurodéveloppement, comme je disais au départ. Par ailleurs, je regarde un petit peu les questions du chat. Je vois aussi pour les aspects psychosociaux, etc. Effectivement, comme je le disais, effectivement, on n'a pas toujours les repères quand on est à l'étranger pour savoir à qui s'adresser. Et il y a une personne qui mentionne qu'il y a aussi les risques psychosociaux avec des cadres, des codes sociaux qui ne sont pas les mêmes. C'est effectivement quelque chose qui est complètement à prendre en compte. Hein. C'est qu'effectivement, quand vous changez de culture, par définition, c'est pas la même culture et par définition, les moyens de s'exprimer, les façons d'exprimer les choses et les choses qui peuvent ou pas poser problème ne sont pas les mêmes. Donc effectivement, c'est quelque chose qui joue sur des aspects potentiellement, ne serait-ce que d'expression de comment s'exprimer, mais aussi de deux, tout simplement, sur qu'est-ce qui est ou non un problème en fonction de à qui on parle, quoi, du coup. Parce que par exemple, vous pourrez apporter une difficulté qui pour eux n'en serait pas une, parce que c'est dans ce sens-là. Pour aller plus loin, sur Aloïs, pour terminer sur Aloïs, juste nous, en gros, on est une association à but non lucratif à la base, et donc du coup, enfin, c'est toujours le cas, et on a un modèle qui fonctionne sur des tarifications solidaires, c'est-à-dire qu'on va chercher des financements publics et privés pour complémenter en gros l'apport par le patient, c'est-à-dire qu'en fait, on fait en sorte que par nos partenariats publics et privés, on a une prise en charge du coût du bilan pour proposer des tarifs solidaires et que le reste à charge du patient soit aussi minime que possible. Et ça, c'est pour les patients en présentiel, pour les patients qu'on reçoit au cabinet. Et en fait, pour étendre ça aux déserts médicaux d'abord et ensuite pour les Français de l'étranger, on a mis en place des choses qui justement sont au cœur de ce que je vais présenter aujourd'hui, et notamment avec un accès facilité via donc, Malakoff Humanis International Agir Perco et la Caisse des Français de l'étranger, pour justement étendre notre capacité d'accueil à des personnes qui ne sont pas géographiquement en capacité de venir. Ce n'est pas seulement financièrement initialement, maintenant c'est aussi géographiquement. Je pars rapidement sur les côtés. Pourquoi consulter parce qu'après tout, c'est une vraie question qui se pose. Hein. Du coup, à partir de quand on peut se dire, oui, je ressens une gêne, mais est-ce que cette gêne a la vocation à être évaluée plus avant? Est-ce que c'est quelque chose d'anodin? Est-ce que c'est quelque chose qui, finalement, n'est pas de grande importance et qui ne vaut pas de déranger un professionnel de santé? Bon, déjà, sachez que vous ne dérangez jamais un professionnel de santé, parce que c'est sa vocation et son métier, justement, que de vous accueillir et de répondre à cela. Quand bien même il ne répondrait qu'à une inquiétude, c'est déjà quelque chose qui fait partie de sa mission. Et il vaut mieux arriver et venir et consulter pour rien, entre guillemets, parce que vous ne consultez pas pour rien en réalité, parce que si jamais vous repartez avec
un diagnostic de vous n'avez rien, et ben déjà on a répondu à une inquiétude, on a répondu à une anxiété, et c'est déjà quelque chose qui est rassurant, et c'est quelque chose qui fait partie de la mission. Et si jamais vous consultez pour quelque chose, et ben au moins vous permettez qu'on les repère très tôt, et qu'on les pris en charge au moment où ça pouvait être pertinent, et qu'on n'a pas laissé traîner quelque chose qui aurait pu être pris en charge dès le départ. Pour l'aspect cognitif, à quel moment vous pourriez peut-être commencer à vous dire que ça peut valoir le coup d'aller consulter? J'ai mis quelques exemples ici. En fait, c'est par exemple, si jamais vous avez quelques oublis qui seraient répétés, etc. Et là-dessus, on a tous des oublis qui sont répétés, on a tous des oublis sur plein de choses. Ce qui compte comme critère, c'est est-ce que ça a une gêne au quotidien? Est-ce que ça induit une gêne dans mes activités de la vie quotidienne? Est-ce que, par exemple, ces oublis... ils m'ont fait rater un rendez-vous? Est-ce qu'ils m'ont fait rater quelque chose? Est-ce qu'ils m'ont fait répéter 15 fois la même chose à mon interlocuteur, mon interlocutrice, ou ce genre de choses? Parfois, c'est le manque du mot, ce qu'on appelle, ou le manque du nom. C'est-à-dire, du coup, est-ce que, par exemple, j'ai le mot sur le bout de la langue et j'arrive pas à le sortir? Ce qui, par ailleurs, pour un expatrié, peut survenir beaucoup plus que quand vous êtes toujours dans votre pays. Vous savez, le fameux truc des expatriés qui, de manière insupportable, disent «Ah, comment on dit en français déjà?» Et voilà, ça va vous arriver, ça arrivera plus, et c'est pas un truc qui est juste pour crâner en société, c'est un truc qui arrivera parce qu'effectivement, quand vous vous habituez à une autre langue, bah, par définition, vous avez ce qu'on appelle une heuristique de fréquence, de probabilité, puisque c'est des mots d'une autre langue qui viennent plus facilement parce que vous avez plus l'habitude de l'utiliser régulièrement, et ben les mots de votre langue parfois peuvent être plus inaccessibles. Mais en l'occurrence, à quel moment le manque du mot ou le manque du nom peut être un peu quelque chose qui peut être pas inquiétant, mais quelque chose qui peut valoir le coup d'être évalué, c'est peut-être quand vous avez un manque du mot ou du nom sur des items qui seraient fréquents. C'est-à-dire, par exemple, si jamais vous n'arrivez pas à vous souvenir du mot panégyrique ou ordalie, j'en sais rien, des mots qui sont peu fréquents, c'est pas grave. Par contre, si vous ne vous souvenez pas du mot table, du mot chaise, si vous ne vous souvenez pas du nom, vous n'arrivez pas à ressortir le prénom de votre compagne ou de votre compagnon, un truc comme ça, là, potentiellement, ça peut être plus intéressant d'aller voir. Je dis, aucun de ces critères n'est absolu. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément grave si jamais ça vous arrive. En tout cas, c'est quelque chose qui peut survenir et qui peut être plus qu'une gêne comme ça. Il faut savoir aussi, pareil, que toutes ces gênes peuvent aussi avoir comme raison simple une fatigue, un coup de mou, etc., etc. Bref, il peut y avoir un contexte qui est à prendre en compte. J'ai mis d'autres exemples, des orientations dans le temps et dans l'espace, pas savoir quel jour on est, où est-ce qu'on est, etc. La difficulté à s'organiser, des modifications comportementales au sens large, et aussi et surtout quelque chose de durable. Voilà, ça joue de manière générale. C'est est-ce que ça tient à l'épreuve du temps? Comme je disais, si c'est un coup de mou, ça repartira et ça reviendra comme avant. Si c'est quelque chose qui est un peu plus durable, alors peut-être que ça peut valoir le coup d'aller consulter et de ne pas trop se poser la question de est-ce que je vais déranger quelqu'un? Non. A priori, vous avez une plainte qui est concrète, puisque vous avez des exemples concrets à donner, donc ça peut valoir le coup toujours d'aller consulter. Pour donner un exemple de pourquoi c'est bien d'aller consulter tôt. L'exemple de la maladie d'Alzheimer, parce qu'a priori, c'est quelque chose qui est parlant pour tout le monde, parce qu'on a tous entendu parler de la maladie d'Alzheimer, alors que potentiellement la démence accord de Lévy, potentiellement tout le monde n'a pas entendu parler. Mais ce que je dis est valable pour à peu près tout, hein, y compris pour des choses qui ne sont pas des pathologies. La maladie d'Alzheimer, par exemple, c'est, selon les estimations, plus d'1 million de personnes en France qui seraient touchées. Ça dépend des estimations en réalité, hein. Et on sait en tout cas qu'une personne sur deux est diagnostiquée un peu tardivement. Je dis mis trop tard pour être un peu dramatique, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, on pourrait diagnostiquer plus tôt. Et pourquoi c'est important de diagnostiquer plus tôt? C'est parce qu'en fait, de manière générale, c'est mieux pour la prise en charge. On prend en charge plus tôt, et donc du coup, tout cela fait qu'on peut délayer l'évolution de la pathologie, mais surtout aussi, surtout, non, le plus important c'est ça, mais aussi d'une certaine manière, avec la prise en charge plus précoce, on a aussi une sauvegarde de coûts, en réalité, si on prend les choses d'un point de vue purement économique, pour la société et pour les familles même, c'est quelque chose qui, en fait, minimise le coût annuel de la pathologie, parce qu'une pathologie, ça a un coût, toujours, un coût moral, un coût, et aussi un coût financier. Et quand on le prend en charge plus tôt, eh ben on met en place plus tôt des choses qui sont plus adaptées et qui, du coup, maintiennent l'autonomie au plus longtemps. Et effectivement, en fait, c'est quelque chose qui est important. Et tout cela, c'est valide pour plein de conditions qui ne sont pas seulement la maladie d'Alzheimer, en l'occurrence. Alors, par ailleurs, puisque vous serez à distance demain, alors
aller consulter quelqu'un, y compris en anglais, parfois, c'est pas toujours pertinent. Et en particulier, quand il s'agit de la cognition. Si jamais, et je sais à fortiori que moi, j'ai déjà évalué des patients américains en anglais, des patients qui viendraient en France et qui ne seraient pas français et qui viendraient faire un bilan cognitif avec quelqu'un comme moi, c'est quelque chose qui est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on fait des tests, on a des tests qui sont français avec des normes françaises et donc du coup, en l'occurrence, on va pas pouvoir interpréter quelqu'un qui ne serait pas de langue maternelle française, qui passerait un test en français et qui serait évalué sur la norme de performance d'une population française. Donc du coup, tout ça, c'est des freins. C'est pour ça que ce qu'on propose, nous, c'est de faire un bilan, enfin au moins un test de débrouillage à distance, avec donc des neuropsychologues français en France et en visio. Ce qu'on a montré, nous, par ailleurs, c'est qu'on a fait déjà des expérimentations pour voir la faisabilité de ces choses-là. Et ça a été l'objet d'une publication scientifique en 2022, justement, qui a montré la viabilité de certains tests, de certains modes d'évaluation, qui peuvent en fait donner des résultats qui sont assez proches et même assez pertinents de manière générale de ce qu'on peut observer en direct en cabinet. Ça, pour le coup, c'est des choses qui ont été largement montrées, notamment par nous justement, et qui n'invalident pas, tout au contraire, la démarche. Par ailleurs, nous, ce qu'on propose, j'y viendrai après, c'est justement une porte d'entrée, justement. C'est pas d'aller trop loin. Oui, quand je dis nous, je lis une question du chat pour la rediffusion, vous savez que là, je suis en train de lire. Quand vous dites nous, on fait des tests en visio, c'est qui le nous? J'y viens après, mais principalement, c'est nous à Aloïs, en collaboration justement avec la Caisse des Français de l'étranger. J'y viens après, justement. Et ensuite, je lis, pour s'expatrier au Canada, est-ce rédhibitoire si on a des troubles psychiatriques? Pas à ma connaissance, si jamais vous parlez d'un point de vue administratif. D'un point de vue administratif, je ne vois pas de raison de ça. D'un point de vue plus général, il n'y a jamais rien qui est rédhibitoire, je pense. Ça dépend toujours de est-ce que c'est des difficultés qui sont invalidantes et qui vous empêcheraient de voyager, si ce n'est pas le cas. Ils ont un système de santé aussi là-bas. Voilà. Par ailleurs, c'est pareil pour je vois quelqu'un qui parle de e-consultation pour une médication et pour des ordonnances ou des choses comme ça. Ça ne sera pas pour moi en l'occurrence, mais des e-consultations, des consultations en ligne, ça existe, je crois, y compris avec donc, des gens qui seraient basés en France. Donc je ne rentre pas là-dedans parce que ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise, parce que ce n'est pas du tout notre activité, mais en tout cas, ce genre de choses qui existent. Voilà pour ça. Donc, pour dire sur les bilans à distance que nous, on propose à Aloïs, justement, j'y viens, on a fait une évaluation de ça dans ce qu'on appelle un désert médical. Désert médical, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas assez d'offres de soins pour un nombre déterminé de patients potentiels. Et par exemple, là, nous, on a testé à Mayotte, où en fait, à la demande de l'ARS locale, on a élaboré une collaboration avec des partenaires locaux, des associations locales, etc., etc. Nous, on est venu en fait prêter main forte à des initiatives que eux avaient déjà en local. Et en fait, on a proposé, nous, 7 briques dans leur mur. Mais grosso modo, en gros, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on a pu prendre en charge, on a pu ajouter justement 7 briques de manière assez, avec un peu de succès, justement pour prendre en charge tout un tas de personnes, pour les faire intégrer un parcours de soins. C'est toujours ça l'important, c'est de les faire intégrer un parcours de soins, le parcours de soins reste local. Nous, ce qu'on propose est un des éléments, et pour cet élément, il n'y avait pas d'offre locale justement à ce moment-là en tout cas. Et aujourd'hui, il y a des choses qui existent, mais on est toujours partenaire parce que justement, on est toujours en relais. Et d'ailleurs, nous, on a vocation à être qu'en relais justement avec les initiatives locales. Enfin, donc voilà, ce qui est valable à Mayotte, tout qu'on a démontré que c'était possible, est valable n'importe où ailleurs, de manière globale. Et donc, justement, c'est là-dessus qu'on est arrivé avec ce projet de proposer des consultations en ligne pour des tests de débrouillage. Qu'est-ce que j'appelle débrouillage? En fait, c'est pour dire que ce n'est pas une consultation complète, ce n'est pas un test, une évaluation complète, c'est en fait une première évaluation qui en fait nous permet de voir avec la personne, de reprendre déjà les plaintes, quelles sont les difficultés, de voir si ça a l'air ou pas de quelque chose d'anodin ou pas, de faire quelques petits tests rapides qui nous permettent en fait de dire tout simplement, est-ce que du coup on peut vous faire des recommandations
pour la suite. Est-ce que du coup, cette recommandation, c'est d'entrer dans un parcours de soins beaucoup plus complet? C'est quasiment toujours le cas, hein, par ailleurs, combien, 100 degrés de gravité associés. Hein, ce que je veux dire, c'est que si par exemple quelqu'un se dit juste, juste entre guillemets, qu'il y a de l'anxiété, nous après on oriente en fonction. Voilà, c'est ça l'idée. Ou est-ce que du coup c'était une plainte qui était anodine et vous vouliez juste vérifier et c'était très bien et voilà. Voilà, ça c'est des choses qui sont possibles. Ça c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis maintenant quelques années. En 2024, justement. Dès le début, du coup, c'est porté par 3 personnes. C'est donc l'association Loïs, nous, pour le côté, justement, évaluation, etc. C'est financer, j'entends, financer les bilans. Tous les actes sont financés par Malakoff Humanis International, Agir, Arco. Et notamment, il y a la Caisse des Français de l'étranger, je la laisserai revenir dessus, qui, justement, participe largement, déjà, pour le recrutement des patients, mais 2, et surtout, pour justement les recommandations que l'on met en place après, parce que c'est le plus important en réalité, c'est une fois qu'on a fait l'évaluation, ça, pour le coup, nous, on s'en charge et c'est financé par Malakoff Humanis, et ensuite, il y a l'idée de qu'est-ce qu'on en fait après, et donc, du coup, on a 3 acteurs qui sont impliqués à égale part dans toutes les parts qui sont aussi importantes. 1, pourquoi on consulte. 2, essayons de voir qu'est-ce qui va, et 3, qu'est-ce qui ne va pas, et qu'est-ce qu'il faut faire, et 3, orientation, et je laisserai mes collègues expliquer comment ça se passe après. Et ça, en l'occurrence, comme je disais, c'est gratuit pour vous, puisque justement, c'est financé par Malakoff Humanis International, et ensuite, pour les recommandations, c'est financé par la Caisse des Français à l'étranger, pour les recommandations qui seront mentionnées. Et ça concerne tous les Français qui résident à l'étranger, en l'occurrence. C'est le critère principal et c'est le seul critère, en réalité, c'est de résider hors de la France hexagonale au sens large. Comment ça se passe? Tout simplement, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous participez, vous vous inscrivez via les médias que je donne à la fin, à cette consultation de débrouillage, dépistage, on peut employer plein de mots, et en l'occurrence dépistage, c'est pas le bon mot, mais voilà, de débrouillage, on va dire. Ensuite, nous, on vous donne des recommandations personnalisées qui justement se font à la suite du bilan complet. Et ensuite, on part sur justement l'accompagnement et l'orientation pour dire tout cela n'est jamais qu'un point d'entrée, une porte d'entrée vers un parcours de soins qui n'implique pas que nous et qui implique souvent plein d'acteurs, locaux ou en France, un médecin, des orthophonistes, des psychiatres, des neurologues, des psychologues, etc. Tout cela n'est jamais qu'une porte d'entrée vers un parcours de soins. Je le répète encore, mais je ne le répète jamais assez. On n'est qu'une brique dans un mur, et cette brique-là, elle est le point de départ, mais c'est certainement pas le point d'arrivée. Depuis qu'on a mis ça en place, on a, nous, pu évaluer déjà 182 patients un peu partout. Quand je dis un peu partout, en réalité, c'est au Maroc, au Sénégal, en Tunisie, en Israël, dans les régions d'outre-mer, au Royaume-Uni, Portugal, Suisse, Liban, etc. J'ai une liste qui fait un peu office d'inventaire à l'après-vert, mais c'est un peu ça l'idée. D'où que vous soyez, vous pouvez nous contacter et on peut mettre ça en place, en l'occurrence. Pour le motif des plaintes des personnes qui sont venues nous voir, je le commente très brièvement, mais ce n'est pas le plus important, mais en l'occurrence, ça reste intéressant. Il y a des patients qui venaient nous voir sans plainte. Alors, quand je dis aucune, ça ne veut pas dire que les gens n'avaient pas de plainte, mais ça veut dire que nous, quand on se fait l'inventaire des différentes raisons, des différentes fonctions cognitives qui pourraient être liées, en réalité, il n'y avait pas de plainte cognitive à proprement parler identifiée. Par contre, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que potentiellement, il y avait des aspects un peu, en fait, d'anxiété, d'inquiétude, etc. Tout autant de raisons qui sont valables et qui sont valides pour une consultation. Ça vaut le coup de consulter pour ces raisons-là. Et ensuite, il y avait des plaintes plus cognitives qui sont donc voilà, etc. Voilà. Je vais très rapidement parce que là, du coup, j'arrive à peu près au bout du temps, mais je présente rapidement quelques résultats là-dessus. En gros, là-dedans, c'est quelles orientations ensuite on a pu faire. Il y a une personne sur 3 au moins qui repart avec des orientations. Ce n'est pas des diagnostics, hein, c'est pour dire, voilà, on a l'impression que ça va plutôt dans ce sens-là. Donc des suspicions de troubles du neurodéveloppement, des maladies neuroévolutives, ça peut arriver. C'est des profils qui peuvent nous dire, peut-être il faut investiguer parce que ça pourrait ressembler à ça. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, c'est le diagnostic qui sera obtenu. Hein. Et pour certains, parfois, on a juste, et c'est majoritairement en réalité, un rendez-vous de suivi à distance en disant
Aujourd'hui, il n'y avait rien d'inquiétant, mais ça peut valoir le coup d'aller voir un peu plus avant ou de voir à distance qu'est-ce qu'il en sera demain, est-ce que ça va bouger ou pas, et peut-être dans un an, dans 2 ans, ce sera pareil, et on dira, bon voilà, c'était rien, quoi. Pour ce qui est ensuite des recommandations qu'on peut faire, je n'ai pas mis de pourcentage, mais il y a plein de choses qu'on propose. Ça peut aller du suivi neurologique à des examens autres plus en profondeur, un bilan neuropsychologique plus approfondi, immédiat ou à distance, des bilans orthophoniques, ergologiques, etc., ergothérapeutiques, pardon. Une activité physique, suivi psychologique, prise en charge du sommeil, etc., etc. Il y a d'autres recommandations. J'ai mis un peu les plus saillantes, les plus fréquentes. Et maintenant, concrètement, pour vous, j'arrive à la fin, hein, par ailleurs, c'est-à-dire où est-ce que vous pouvez aller, où est-ce que vous pouvez venir, par quel canal vous pouvez venir pour obtenir ça. Mes collègues en parleront plus avant, parce que du coup, il y a un mode de recrutement aussi via la Caisse des Français de l'étranger. Mais justement, en gros, l'idée, c'est que nous, la première étape, c'est de prendre un rendez-vous, notamment via l'adresse mail que je dispose ici. Ensuite, on passe l'examen et ensuite on repart avec un plan, parce que tout ce que je dis revient à cela. Le seul intérêt d'un diagnostic, ça n'est jamais que la prise en charge. Ici, c'est pas vraiment un diagnostic ce qu'on fait, parce qu'on part encore une fois sur du débrouillage, mais c'est le même concept. Si jamais demain vous allez chez le dentiste et qu'il vous dit « vous avez une carie, merci, au revoir », et qu'il n'y a rien de plus qui se passe, le diagnostic de la carie n'a servi à rien. C'est pour ça que ce qui compte, c'est les recommandations aussi. C'est majeur et c'est important, le diagnostic. Évidemment, on ne peut rien faire sans diagnostic. C'est pour ça que c'est important, cette étape-là. Mais il faut qu'elle soit suivie par quelque chose pour être utile. Et c'est pour ça que ce qu'on propose à la fin, c'est surtout aussi des recommandations. Et avec ça, j'en termine pour ma part. Et je laisse la place à mes collègues. J'ai vu quelques questions auxquelles on ne manquera pas de répondre à la fin. Mais c'était trop tangentiel par rapport à ce que j'étais en train de dire pour ça. Mais on y reviendra après. Et du coup, je laisse mes collègues pour prendre le relais. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Geoffroy, pour cette belle présentation qui démontre bien l'intérêt de l'association Aloïs. Donc ma collègue Emeline Pilodeau et moi-même, Pauline Idelot, sommes assistantes du service Action sanitaire et sociale prévention de la CFE. Donc, si certains de nos invités, effectivement, sont déjà à la CFE, connaissent peut-être notre service. Pour d'autres, ça va être une découverte peut-être et de la CFE et du service d'action sociale. Donc là, nous intervenons effectivement sur la partie partenariat que la CFE a développé maintenant depuis 2 ans. Donc pour les personnes qui ne nous connaissent pas, ce que je vous propose, c'est de faire une petite présentation de notre service et ensuite nous allons axer plus particulièrement sur le partenariat avec l'association Aloïs. Donc, nous sommes donc, le service d'action sanitaire et sociale prévention. Donc, il faut savoir que c'est un budget dédié au sein de la Caisse des Français de l'étranger qui est dédié uniquement à la prévention et aux aides financières éventuelles. Donc, nous avons la particularité de pouvoir assurer un accompagnement personnalisé de nos assurés. Alors, bien sûr, nous sommes un petit service, on ne peut pas accompagner l'intégralité de nos assurés CFE, mais en tout cas, lorsqu'une problématique nous est remontée, que ce soit par des collègues d'autres services, mais également par des assurés ou des tiers, nous pouvons effectivement accompagner de manière plus personnelle nos assurés qui seraient en difficulté. Donc ça, c'est un des champs d'action. Nous avons également un champ d'action qui est donc dans la partie prévention, donc la prise en charge des dépistages. Donc vous savez que des dépistages sont conseillés à chaque étape de la vie. Donc c'est quelque chose que la CFE met un point d'honneur à effectuer, puisque comme l'a expliqué Geoffroy, alors là pour des troubles cognitifs, mais c'est valable pour tout problème de santé, que c'est dépisté, enfin le dépistage précoce
améliore la qualité de vie, l'autonomie lorsque ce sont des troubles cognitifs. Et dans tous les cas, il est toujours préférable de dépister une maladie, quelle qu'elle soit, bien en amont pour pouvoir accompagner et traiter, que effectivement de se retrouver confronté à une maladie qui serait déjà déclarée et plus compliquée à accompagner. Nous avons également une particularité qui est la prise en charge à 100% des vaccins nécessaires à l'expatriation. Donc là, effectivement, si vous êtes déjà expatrié ou vous êtes en projet à court terme, vous avez dû vous renseigner. Un certain nombre de pays nécessitent des vaccinations, certaines obligatoires pour entrer dans le pays, d'autres fortement conseillées. Ce sont des vaccins qui ne sont pas pris en charge par le régime général et qui sont assez souvent onéreux, d'autant plus si on part en famille. Donc la CFE a cette particularité, dans le cadre de son budget de prévention et de ses actions, d'effectuer une prise en charge à 100% de ces vaccins. Ensuite, on peut effectivement faire des aides aux démarches, puisque comme l'a expliqué également Geoffroy, lorsque l'on part à l'étranger, parfois on se sent un petit peu perdu. On perd toutes ces notions qui nous étaient familières en France de démarches médicales, administratives. Donc l'action sanitaire et sociale prévention peut orienter. Alors bien sûr, on ne remplacera jamais les organismes ou professionnels dédiés, mais on peut orienter de par notre compétence et surtout notre expérience auprès des expatriés. Comme je vous l'ai dit brièvement, il y a également des aides financières exceptionnelles qui peuvent être allouées. Alors là, c'est toujours sur étude du dossier et c'est toujours en fonction d'un reste à charge sur des soins médicaux. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui plus particulièrement, donc la mise en place de partenariats dans le cadre d'actions de prévention. Donc là, aujourd'hui, effectivement, nous étions présents avec l'association Aloïs pour parler de ce partenariat. Pauline, peut-être je me permets de vous couper pour une petite question. Quel type de dépistage vous prenez en charge, comme mentionné précédemment? Alors, il y a différents types de dépistage, mais ce sont les mêmes que vous connaissez en France, puisque ça va être le dépistage du cancer du col de l'utérus, le dépistage du cancer du sein, le dépistage cancer colorectal. Et en fonction du contrat de notre assuré, ça sera aussi bien si le dépistage est effectué en France, mais également à l'étranger. Après, effectivement, pour en savoir plus, comme aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'objet de la conférence, j'invite les personnes qui souhaiteraient plus d'informations, soit à nous contacter, vous aurez nos coordonnées en fin de conférence, mais également à consulter le site de la CFE, sur lequel vous pouvez obtenir également ce type de réponse. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions un petit peu dans le même type, ou est-ce que je continue et ensuite on reprendra peut-être les questions. Je vais continuer. Après, c'est des questions entre Malakoff Humanis, etc. Peut-être que vous pouvez clarifier après. D'accord, pas de souci. Donc, on voulait revenir sur la chronologie de notre partenariat CFE Aloïs. Donc, le partenariat, pour avoir un petit peu de la bonne compréhension de pourquoi ce partenariat a été mis en place, c'est qu'en fait, ça vient d'un constat d'expérience de nos assurés. On a assez régulièrement des personnes qui nous contactent, soit en direct, soit simplement en expliquant une situation de manière plus générale, de difficultés à l'étranger. Alors, on parle effectivement très souvent de troubles de la maladie d'Alzheimer, mais également, ça peut être d'autres troubles plutôt chez les enfants, chez les adolescents ou des troubles cognitifs autres. Et force de ce constat, on s'est dit qu'effectivement, en France, c'était peut-être un petit peu plus facile d'obtenir un diagnostic de ces maladies qu'à l'étranger. Car comme l'a dit justement Geoffroy, dès lors qu'on se retrouve dans un pays où on ne parle pas, et même si on est bilingue, sa langue natale, il est toujours plus compliqué d'exprimer ses craintes. Et on s'est dit qu'effectivement, ce serait intéressant de pouvoir proposer à nos assurés de pouvoir effectuer un dépistage. Pour certains, de les rassurer uniquement parce que finalement, il n'y a rien de grave, mais pour d'autres, de pouvoir bénéficier d'un véritable bilan, de véritables préconisations et d'un accompagnement et d'un suivi par la suite. Donc, en janvier 2025, nous avons acté le début du partenariat.
En février 2025, une première communication a été effectuée auprès de nos assurés ciblés. En fait, actuellement, le partenariat entre Aloïs et la CFE ne concerne pas l'intégralité de nos assurés CFE. Pour des questions de volume également, puisque l'association Aloïs est une structure conséquente, mais n'est pas une structure qui peut-être serait capable d'absorber autant de demandes. Donc, nous avons, dans un premier temps, donc en 2025, fait une cible particulière sur une tranche d'âge et des pays. Donc, à l'époque, c'était sur une tranche d'âge homme-femme, bien sûr, 50-70 ans sur 3 pays, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal. Et force des résultats et de l'engouement que ce partenariat a apporté, en janvier 2026, nous avons renouvelé pour l'année 2026 le partenariat avec Aloïs, cette fois-ci en étendant notre cible tant en termes d'âge qu'en termes de zone géographique. Cette année, nous avons adressé une invitation à nos assurés de 40 à 85 ans. Pour les zones géographiques, on y reviendra un petit peu plus loin. Et donc, en février, une nouvelle communication est partie sur cette nouvelle cible. Et on a été très heureux de voir qu'il y avait autant d'engouement cette année qu'en 2025. Donc, comme je vous le disais, on est sur une cible de 2 pays. Donc, l'année dernière, nous étions sur Tunisie, Maroc, Sénégal. Cette année a été ajoutée la Côte d'Ivoire, l'île Maurice, le Cambodge. Et très prochainement seront ajoutés le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, les États-Unis, le Canada, Hong Kong et Singapour. Donc, les personnes qui seront dans la tranche d'âge, dans la zone géographique, donc dans notre cible, recevront prochainement une invitation. Bien sûr, pour les personnes qui ne l'ont pas encore faite, puisque ce dépistage est offert une seule fois. Si des personnes en ont déjà bénéficié, elles ne pourront pas le refaire. Mais voilà, une nouvelle invitation va être lancée. Donc, si dans nos invités présents aujourd'hui, vous êtes dans cette cible, vous recevrez très prochainement cette invitation qui vous permettra de contacter Geoffroy ainsi que ses collègues pour une consultation de dépistage. Donc, on va revenir sur ce que disait tout à l'heure Geoffroy, parce que lui a effectué toute la partie vraiment médicale. Nous, comme il l'a si bien dit, nous intervenons sur le après. Une fois que le bilan a été effectué, des préconisations sont remises à l'assuré et l'assuré ensuite, pour les suivre, est parfois amené à de quoi avoir un parcours de soins. Donc, nous avons bien sûr des remboursements qui sont faits conformément à notre tableau de garantie. Donc, je crois que tout à l'heure, j'ai vu passer la question d'un ou d'une invitée concernant les psychologues. Alors, effectivement, au niveau de la CFE, les psychologues ne sont pas pris en charge, mis à part si ce sont des psychologues médecins. Après, pour des personnes qui, par contre, auraient un organisme complémentaire, vous pouvez vous tourner vers eux pour voir si votre contrat vous permet d'obtenir des remboursements sur les psychologues. Et il me semble également avoir vu une question sur les psychiatres et les neuropsychiatres. Donc, pour ces 2 catégories de praticiens, la CFE effectue des remboursements. Donc, pour les personnes qui voudraient savoir, je vous invite à aller voir sur le site de la CFE qui est en libre accès. Vous pouvez consulter le tableau de garantie et vous y retrouverez les modalités de prise en charge de ces praticiens. Il y a également une spécificité pour ce partenariat. Il est arrivé, et il arrivera sûrement, que des assurés ayant effectué un bilan avec des praticiens d'Aloïs aient besoin d'une consultation en présentiel. Pour aller un petit peu plus loin, donc là, on leur demande de se rendre dans les locaux d'Aloïs qui, il me semble, sont à Lyon ou à Paris. Et dans ces cas-là, effectivement, ça nécessite un transport, alors terrestre ou aérien selon où on est, et un hébergement sur place, parce que
quand on est expatrié, on n'a pas forcément la possibilité d'être hébergé dans de la famille ou des amis. Et à titre exceptionnel, dans le cadre de ce partenariat, si une personne est amenée à devoir venir à Paris pour un complément chez Aloïs et qu'elle éprouve des difficultés financières pour cet hébergement et ce transport, elle peut tout à fait nous contacter pour constituer un dossier d'aide financière. Donc, ça peut être un soutien, parce qu'au-delà du soutien médical, parfois, on a également besoin d'un soutien financier pour assurer son suivi. Et ensuite, ce qu'on peut être également amené à faire, c'est un accompagnement et une orientation vers des organismes adaptés pour la constitution de dossiers de demande d'aide ou d'allocation, puisque certaines pathologies, comme certains d'entre vous l'ont noté dans le chat, bénéficient en fait de ce qu'on appelle une ALD, une affection de longue durée. Donc, il y a un dossier à constituer, mais également, selon les pathologies, il peut y avoir aussi une déclaration de handicap. Et souvent, les expatriés ne le savent pas, mais lorsque vous êtes à l'étranger, vous pouvez bénéficier, comme en France, d'une allocation adulte handicapé, enfant handicapé. Bien sûr, c'est soumis à des conditions très particulières. Le dossier est soumis de la même manière qu'en France à la MDPH, mais ce sont les consulats qui font le lien. Donc, pareil, les personnes qui ne savent pas trop comment s'orienter, nous, on peut les aider, leur donner les bons contacts pour les aider à constituer ces dossiers qui, dans le cadre de certaines pathologies, peuvent être une véritable aide parce qu'effectivement, lorsqu'on est malade, souvent l'aspect financier vient aussi par la suite. Donc, je pense avoir terminé. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et si peut-être, je ne sais pas si on peut faire des questions-réponses, peut-être revenir sur des choses qu'on aurait ratées ou qui étaient venues peut-être dans la présentation de Geoffroy, mais qui correspondaient plus à la CFE. Il y a peut-être une question que vous pouvez préciser peut-être à vous trois par rapport à la prise en charge, parce que Geoffroy, tu as parlé de Malakoff Humanis et en même temps, il y a la CFE. Comment est-ce que ça peut fonctionner? Si on peut éclaircir un peu ce sujet. Oui, tout à fait. En fait, je peux parler de ça dans le sens où, en fait, ce que j'ai présenté là, c'est dans le cadre d'un projet. Ce projet, il a des modes de financement. C'est-à-dire qu'on a un nombre de bilans qu'on peut proposer qui est déterminé. Alors évidemment, nous, on a vocation à essayer de le pérenniser, etc. Mais en gros, l'idée actuelle de ce modèle-là, c'est que on peut, nous, dans une certaine mesure, dans une certaine capacité, proposer des examens comme ça à distance. Et cet examen, il est financé par MHIAA, c'est-à-dire Malakoff Humanis International, Agir Arco. Donc l'acte neuropsychologique de débrouillage est financé par MHIAA. Et ensuite, à l'issue de ça, on fait des recommandations. Et ces recommandations, pour être suivies, sont prises en charge pour partie et pour certaines, etc., par la CFE. Et ensuite, la CFE intervient avant et après, dans le sens où avant, pour le mode de recrutement, c'est par la CFE qu'on a eu le plus de personnes qui sont rentrées dans ce dispositif. Ensuite, l'acte lui-même, bilan, qui est financé par MHIA, et ensuite les recommandations qui, pour être suivies, sont financées par la CFE. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne pour ce projet-là en particulier. Après, c'est pour ce projet-là, c'est-à-dire que pour tout ce qui pourrait sortir de ce qu'on vient de présenter, il y a plein d'autres façons de le faire, mais ça, c'est pour ce projet-là en particulier. Voilà, parce qu'effectivement, Aloïs fait des consultations pour les Français de l'étranger, alors pour nos assurés dans le cadre de notre partenariat, mais également effectue des bilans de santé pour des Français expatriés qui ne seraient pas du tout à la CFE. Puisqu'en fait, il y a d'autres moyens, effectivement, de pouvoir les contacter. Donc, il y a vraiment deux choses. Il y a Aloïs qui travaille avec la CFE et avec un autre mode de recrutement qui, j'imagine, passe plutôt par les consulats ou les associations de Français de l'étranger. Mais il y a vraiment deux choses distinctes. Mais effectivement, le financement des bilans gratuits est fait par Malakoff. Et c'est vrai que par ailleurs, puisqu'on parle d'autres modes d'entrée, pour Aloïs au sens large, il y a aussi des gens qui viennent tous les jours, comme pour n'importe quel site de consultation, pour n'importe quel
en libéral, neuropsychologue ou en hôpital. Hein. Donc voilà, ça, là, c'est ce que j'ai présenté, c'était pour ce projet, dans le cadre de ce projet. Et effectivement, la CFE a une activité hors de ce projet, Aloïs a des activités hors de ce projet. Pour les activités d'Aloïs hors de ce projet, c'est des patients comme tous les jours, il en vient dans des cabinets de consultation. Voilà. Effectivement, l'intérêt pour nos assurés CFE, c'est de bénéficier de ce bilan gratuit, mais également du coup du remboursement des soins éventuels qui seraient préconisés par Aloïs, puisque pour le coup, certains expatriés ont eu pas d'assurance, parfois ça arrive, ou d'autres assurances. Donc là, ça serait une autre méthode. Nous, on ne peut parler effectivement que pour la CFE, mais voilà, c'est l'avantage pour nos assurés de pouvoir bénéficier de remboursements conformément à nos tableaux de garantie, bien sûr, sur des soins qui seraient préconisés par Aloïs. Merci beaucoup. Je poursuis avec les questions. Là, en effet, vous avez parlé dans le cadre d'un départ, donc une expatriation. Est-ce que vous avez des conseils pour le retour en France, pour l'impatriation? Est-ce que vous accompagnez aussi? Alors, sur le retour en France, nous, dès lors que la radiation est effectuée, puisque la personne revient en France, nous n'intervenons plus puisque les personnes rebasculent sur le régime général. Moi, mon seul conseil en tant que personne qui a vécu la chose, c'est refaites votre carte vitale et c'est pas toujours facile. Voilà. Moi, ça a mis beaucoup de temps pour moi. Alors, l'avantage de la CFE aussi par rapport à d'autres assurances, c'est lorsque vous revenez en France et que vous ne reprenez pas d'activité immédiatement, il y a un maintien de droit qui est effectué pendant 3 mois par la CFE. Donc, jusqu'à ce que la sécurité sociale rouvre vos droits, parce qu'effectivement, Geoffroy a eu la malheureuse expérience, mais parfois ça se passe bien. Voilà, vous n'êtes pas sans rien, puisque pendant les 3 mois de retour en France, la CFE continue d'assurer vos remboursements. Ce qui vous permet de ne pas avoir de carence au niveau de la sécurité sociale et d'être couvert sans carence, en fait. Donc, voilà. Ça fait partie aussi des avantages de la CFE. C'est vraiment non négligeable pour le coup, je pense, effectivement. Oui, tout à fait. J'ai une autre question là, je pense que vous la voyez aussi, mais est-ce qu'il est possible d'avoir un bilan individuel avant de partir pour aider dans les démarches? Alors, j'ai vu cette question effectivement. Alors, la question, je réponds en deux temps, parce qu'elle est aussi en deux temps, d'une certaine manière, cette question. C'est est-ce qu'il est possible d'avoir un bilan individuel? C'est toujours possible. Bon, ça, c'est la réponse facile, parce qu'en fait, il n'y a rien qui invalide ou qui empêche pour quelqu'un qui serait en France de faire un bilan auprès d'Aloïs ou auprès de n'importe qui d'autre. Hein. Il y a des neuropsychologues à l'hôpital, en libéral et à Aloïs, donc. Donc ça, la réponse c'est oui, c'est toujours possible de faire un bilan si jamais on a une suspicion de quelque chose, une plainte quelconque, des difficultés quelconques ou n'importe quoi qui le justifie, que ce soit des plaintes que j'ai présentées ou autres. Et ensuite, la deuxième partie de cette question, c'est avant de partir pour aider dans les démarches. Là-dessus, en fait, ça dépend dans quel sens. En fait, c'est la question qui se pose justement, c'est la question de pourquoi, de l'intérêt du bilan. Qu'est-ce qu'on cherche à travers le bilan? Là, par exemple, je ne sais pas quelles sont les démarches, donc je m'en tiens à la première partie de ma réponse, qui est donc, c'est toujours possible d'avoir un bilan, où que ce soit, bien sûr. Et après, pour les démarches, je ne sais pas quelles sont ces démarches. Je ne sais pas si le bilan pourra aider à ces démarches, mais en tout cas, je vous réfère à la première partie de ma réponse. C'est toujours possible d'avoir un bilan, en tout cas, ça c'est sûr. Je ne sais pas si le bilan peut aider, mais si vous pensez que c'est le cas, en tout cas, c'est faisable. Il y a une petite, ce que je conseille vraiment, c'est vraiment de se renseigner lorsqu'on part dans un pays. Parce que là, par exemple, on a un assuré qui est en Inde, qui a un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et en fait, le souci, par exemple, en Inde, c'est quelque chose en fait qu'ils ne traitent pas. Ils vont traiter effectivement peut-être d'autres choses très bien, mais sur la maladie d'Alzheimer, en fait, sur tout ce qui est démence, etc., en fait, ils vont donner des médicaments de confort, mais il n'y aura pas en fait vraiment de soins spécifiques. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner, si on part quelquefois avec des pathologies, c'est vraiment d'essayer de se renseigner si dans le pays, cette pathologie peut être traitée de façon active et non pas juste donner un traitement de confort et finalement de ne pas être traité correctement.
Donc, je pense que c'est aussi important de se renseigner en amont par rapport à ça. Bah, ça tombe bien. La dame a un peu précisé le contexte et je pense que cette réponse répond à cette partie-là, c'est-à-dire je souscris à ce qui a été dit. Je pense qu'effectivement, il faut voir avec le pays en question parce que le contexte qui est proposé, je pense que c'est ce que vous disiez à l'instant. Eh ben, merci pour ces interventions. Peut-être qu'on peut terminer le live. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à dire pour clôturer? Après. Alors, j'espère que déjà cette conférence a intéressé tous les participants. Peut-être que ça va amener d'autres questions des personnes expatriées, mais également des personnes en démarche d'expatriation. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les coordonnées, donc que ce soit pour les questions CFE auprès d'Emeline ou de moi. Et si vous avez des questions concernant effectivement les diagnostics de troubles cognitifs ou le fonctionnement d'Aloïs, parce que là, effectivement, la conférence était portée sur les troubles cognitifs, mais comme l'a dit Geoffroy, ce n'est pas leur seul champ d'action. Donc, je pense qu'effectivement, vous pourrez également contacter Aloïs sans problème si vous avez des questions complémentaires. Je me joins au mot de conclusion en disant que quoi qu'il arrive et où que vous soyez, si vous avez un doute ou une inquiétude, ça vaut toujours le coup de consulter. Ça rime en plus, donc c'est parfait, ça fait un slogan. Mais surtout, il vaut mieux consulter pour rien et être rassuré que ne pas consulter alors qu'il y avait quelque chose pour lequel on aurait pu faire quelque chose plus tôt. Voilà. Et c'est pas forcément quelque chose de grave, et ça vaut toujours le coup d'aller se renseigner, d'aller se faire évaluer, où que ce soit, quand que ce soit. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je peux juste la question. Oui, voilà. Est-ce qu'Aloïs intervient en France? Oui, en fait, on est basé en France à la base. Donc, l'interactivité à l'étranger, c'est vraiment dans le cadre de ce projet plutôt. Mais en fait, on est à Paris, en Île-de-France au sens large. On est en région Auvergne-Rhône-Alpes aussi. Mais voilà, je vous laisse chercher sur notre site internet. Super, merci beaucoup et bonne journée à tous et à tous. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.